intégrer ces données. Bonjour. C'est fondamental que vous ayez intégré ces données parce que toute la démarche que l'on a faite, qu'on essaye de mettre en place, est basée sur les principes que vient d'édicter Valérie. Donc s'il y a des choses qui vraiment vous empêchent de continuer, des interrogations que vous avez, posez-les tout de suite, comme ça Valérie répondra, puis on passera à la suite après. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas comprises ou des choses qui vous semblent vraiment importantes? Non? Très bien. Eh bien, je continue. Bon, alors maintenant, ce que je vais vous proposer, d'abord, c'est de vous dire un petit peu comment on a fonctionné. Qu'est-ce qu'on a fait, depuis quand? Voilà. Donc, au printemps 2023, nous, on a un partenaire mauritanien avec lequel on travaille. D'abord, c'est eux d'ailleurs qui nous ont sollicité en 2014, qui s'appelle l'ADIG. Et ADIG, c'est Association pour le développement intégré du Goudimaka. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Monsieur Mohamed Nejara. Voilà, donc c'est lui qui nous a fait venir et c'est lui qui a été sollicité par le président Koulibaly et par le député Sorona. Voilà, j'ai mal fait. Voilà, et donc on a discuté avec le président et puis il a dit ben voilà, nous notre problématique c'est la problématique de l'eau, on ne sait pas tellement comment faire. C'est-à-dire qu'on était en lien avec Valérie du côté de Toulouse. Et donc, on a réfléchi ensemble avec Valérie comment est-ce qu'on peut répondre efficacement et durablement, et c'est vraiment, on insiste là-dessus, efficacement et durablement à la question posée par le président Koulibaly. Voilà, on est arrivé sur la problématique de la politique de GIR. Bon, la convention a été signée et on a commencé l'opération à partir de l'automne 2023. Comment est-ce qu'on a fait? On a d'abord commencé par rencontrer les institutions nationales, faire en sorte de ne heurter personne, de ne vexer personne, d'accord? Et puis avoir une compréhension du contexte un petit peu général de la problématique de l'eau, des projets en cours et des actions qui ont déjà été initiées, parce que c'est pas la peine de réinventer le fil à couper le beurre, hein, et de piétiner les plates-bandes d'autres projets. Voilà. Qu'est-ce qu'on a retiré de tout ça? On a retiré notamment que on n'innovait pas et qu'effectivement le ministre de l'époque nous a dit, enfin de l'époque qui est encore aujourd'hui jusqu'à encore quelques semaines, le ministre nous a dit mais la politique de GIR ça fait partie de ma priorité. Mais il y a déjà deux projets qui ont été lancés, un sur le Bracna, un sur le Trarza et qui ont échoué. Donc le ministre m'a dit je te regarde, fais gaffe à ce que tu fais parce que je vais vérifier ce que tu es en train de faire. Bon, il est moins méchant qu'il en a l'air, et donc en définitive, voilà, on avance ensemble et le président Koulibaly vous parlera de l'accueil qu'il nous a réservé quand on est allé le rencontrer. Ça, c'est la première chose. Parallèlement à ça, on a essayé de récupérer toute la bibliographie qui existait sur les problématiques de l'eau, mais plus généralement sur les problématiques socio-économiques de Goudimaka, parmi lesquelles notamment l'étude du GRDR de 2002, qui est très bien faite, mais également des études faites par Enabel, par exemple, sur la qualité des ouvrages. Je vous donne un exemple de ce que l'on a retiré de ça, qui m'a été confirmé par les services du ministère. En Mauritanie, 60% des ouvrages hydrauliques construits se cassent la figure. 60%, c'est pas rien. D'accord? Donc on se dit, mais enfin, la Mauritanie, c'est certainement pas un pays qui est en mesure de jeter l'argent par les fenêtres. Donc ça veut bien dire qu'à un moment donné, il y a une véritable volonté de la part du gouvernement d'appuyer, d'aider, de contribuer au développement du secteur, et pourtant ça échoue. Pourquoi? D'accord? Voilà, ça fait partie d'un certain nombre de choses qu'on a pu identifier. Une autre chose, mais vous êtes bien au courant aussi, c'est que notamment, on est nous absolument persuadés, si vous voulez, que notamment la problématique de l'eau ne peut se gérer qu'à une échelle régionale. Je crois que Valérie vous l'a expliqué avec ces termes. Donc en définitive, en tout cas, ce qui nous irait dans notre sens, c'est la décentralisation. C'est très clair. Je veux dire, et quand on parle de liens bottom-up, top-down et compagnie, il est clair, et quand Valérie parle de structures, de programmes sur le long terme et de concertation, c'est quoi de la concertation? Ben, c'est d'organiser des ateliers, des réunions régulièrement. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui est là pour dire, messieurs, là, le 31 décembre ou le 31 juillet, il faut qu'on se réunisse, venez, t'es sûr que tu viens, nanana, voilà, ben, ça marche pas. Donc ça provient, heureusement qu'il y a eu Booba aujourd'hui pour organiser, coordonner tout ça.
D'accord? Parce que s'il n'y a pas un coordinateur, ça fonctionne pas. Bon, ben voilà. Donc ça veut dire qu'il faut bien une structure pour coordonner tout ça. Voilà. Et alors, on a analysé, on a réuni à peu près une trentaine de documents, à la fois scientifiques, techniques, euh, pardon, institutionnels, voilà, qu'on a analysé, dont on a tiré une première série de leçons. Puis on est allé à Celibabi et le président Koulibaly a organisé une réunion avec tous les acteurs. C'était une réunion qui était un petit peu. Alors aujourd'hui, on fait deux réunions en une, mais c'était une réunion où ce qu'on voulait, nous, c'était connaître les acteurs. On est allé voir le Wali, on est allé voir le service déconcentré de l'État, et puis le président Koulibaly a réuni un certain nombre d'acteurs, des représentants de l'agriculture, des représentants de l'élevage, des maires, des députés, enfin voilà, on a rencontré un peu tout le monde. On leur a dit, messieurs, voilà ce qu'on veut faire, donc on les a informés, hein, ce que vient de vous expliquer Valérie, mais on a maintenant besoin de votre avis. C'est quoi vos difficultés? Par où, quelles sont les critiques que vous pouvez faire? Quelles sont vos doléances? D'accord? Et on a récupéré tout ça. D'accord? Et on l'a comparé à la synthèse bibliographique qu'on avait faite. Et on s'est aperçu qu'en définitive, c'était très cohérent. D'accord? Entre les études qui avaient été faites et leurs conclusions et les avis donnés par les acteurs locaux de l'eau, ou usagers, si vous voulez, en fait, c'était exactement parallèle. D'accord? Voilà. Donc, on a récupéré tout ça. Et à partir de là, on a fait ce qu'on appelle un diagnostic. D'accord? Un diagnostic sur lequel on a essayé d'identifier les problématiques les plus prégnantes en tenant compte de la logique. Par quoi il faut commencer. D'accord? Voilà. Et ce qu'on va vous présenter tout de suite. À partir du moment où on a fait un diagnostic, ben, on a identifié des recommandations qu'on a longuement discutées avec le président Koulibaly. D'accord? Et puis, ces recommandations, on a fait une espèce de programme global et on a organisé un atelier comme aujourd'hui, mais à Celibaly. Hein, c'est-à-dire en réunissant, là encore, les services déconcentrés de l'État, en réunissant les usagers, la société civile, les élus, les maires, enfin et tout ça. Et on leur a dit, écoutez, voilà nous ce qu'on recommande, mais une fois encore, on est extérieur. Donc, on n'a pas la science infuse et on n'est pas mauritanien. Donc, on n'est pas sensible peut-être aux mêmes choses que vous. Donc, voilà ce qu'on recommande, mais à vous de nous dire comment vous voyez les choses. Vous êtes d'accord avec telle et telle chose? Oui, non. Est-ce qu'il y a certaines choses qu'on a oubliées? Est-ce qu'il y a certaines choses qu'on a mises en avant et qui vous semblent pas importantes? Voilà, et qu'on va retrancher. Et c'est exactement ce qu'on veut faire aujourd'hui avec vous. D'accord? C'est-à-dire vous présenter notre diagnostic, nos recommandations, vous présenter ces recommandations et vous demandez de les critiquer. D'accord? Critiquer, ça peut être positif, hein, s'il vous plaît, essayez d'être un peu positif avec nous, un peu tolérant. Mais voilà, vous les critiquez, vous les amendez, vous les complétez, c'est ça dont on a besoin, de façon à ce qu'on mette en place un programme qui tienne compte véritablement de vos avis. D'accord? Alors, le premier élément de diagnostic qu'on a identifié, qui vraiment ressortait, mais systématiquement, hein, avec tout le monde, y compris, j'insiste, y compris auprès des services du Wali. D'accord? Les délégués au gouvernement à Celibabi nous ont tous dit la même chose. Grosso modo, il y a totale inadéquation entre les programmes gouvernementaux et les véritables besoins tels que nous on les ressent en tant qu'usagers. Deuxième chose, là je l'ai dit avec des termes un peu gentils, manque de durabilité des ouvrages hydrauliques construits, mais une fois encore, je veux dire, enfin, j'imagine qu'encore plus que moi, vous devez suivre la presse mauritanienne, d'accord? Il n'y a pas un mois, on va être gentil en disant un mois, il n'y a pas un mois qui se passe sans qu'il y ait une annonce d'une catastrophe, d'un barrage qui s'est effondré avec 3 morts en aval et compagnie. Le dernier, c'était à Boumdeïd, je crois, hein, du côté de Kifa. Bon, voilà. Donc là, il y a vraiment un problème. Bon, et ce problème, une fois encore, c'est de l'argent. Donc, je veux dire, la Mauritanie n'est pas richissime, donc elle ne peut pas se permettre de balancer l'argent par les fenêtres. Bon, voilà. Donc, il faut trouver à résoudre ce problème. L'une des raisons pour lesquelles les ouvrages ne sont pas durables, mais là, on parle des ouvrages un peu plus petits, hein, c'est-à-dire les forages et autre chose, c'est le manque d'entretien. Mais l'entretien des forages revient à qui? Est-ce que ça revient aux villageois? Est-ce que ça revient à l'ONSER? Est-ce que ça revient aux délégataires? Enfin, voilà, à qui ça revient? D'accord? En tout état de cause, et le président Koulibaly en a parlé à plusieurs reprises ce matin, hein, des villages qui restent 1 mois, 2 mois, 3 mois sans eau, tout simplement parce qu'il manque un joint, qui pourrait être remplacé en 10 minutes. D'accord?
Bon, voilà. Donc, il y a ça à mettre en place aussi. Manque de concertation et de coordination entre les acteurs locaux, nationaux et internationaux, c'est un petit peu relatif à ce que j'ai dit au point numéro 1. Insuffisance des moyens au niveau des décisionnaires locaux. Et ben, voilà, dont la connaissance de la ressource. Ça, c'est vraiment important. J'insiste là-dessus. Une fois encore, ça fait 10 ans qu'on travaille en Mauritanie, ça fait 10 ans qu'on rencontre des projets, si vous voulez, qui en définitive ne vont pas au bout ou ne donnent pas les résultats escomptés, tout simplement parce qu'à la base, il n'y a pas de connaissance de la ressource. D'accord? Voilà. Donc, manque de moyens et connaissance, alors à la fois connaissance de la ressource, mais aussi éventuellement connaissance des phénomènes d'inondation. Puisqu'au Goudimaka, vous êtes quand même très sujet à tous ces problèmes d'inondation. Donc là encore, ça se prévoit éventuellement. C'est pas simple, hein, mais néanmoins, ça peut se mettre en place. Et ce dont on se rend compte, par exemple, c'est que l'OMVS a mis en place des outils de prévision de crues et publie, alors je ne sais pas si c'est toutes les semaines, Valérie, tous les mois, enfin je ne sais plus, mais publie très régulièrement sur son site comment on appelle ça, des bulletins. Voilà, merci. Des bulletins, voilà. Donc ça veut dire que si les maires étaient un petit peu informés et prenaient l'habitude de regarder toutes les semaines le bulletin, ils sauraient, ah, attention, dans 15 jours, on risque d'avoir une crue du fleuve Sénégal, on risque ou d'avoir des inondations ou ceci ou cela. Donc, mettons en place des actions préventives. D'accord? Donc, vous voyez que c'est pas systématiquement de mettre beaucoup d'argent sur la table. Qu'est-ce que ça coûte de faire une réunion avec l'ensemble des maires, un représentant de l'OMVS qui va dire, messieurs, vous avez des problèmes d'inondation, mais voilà, sachez que toutes les semaines, vous pouvez avoir sur votre ordinateur tel bulletin d'alerte. D'accord? Et ça coûte rien. Bon. Et puis, insuffisance des moyens de programme développés en vue de rayer l'érosion des sols. Alors là c'est autre chose qui m'a été dit, c'est que il y a plusieurs, notamment des maires locaux et des députés locaux, qui m'ont dit, mais on ne comprend pas cette problématique, par exemple, des cordons pierreux. De toute évidence, ça marche, et ça marche bien, et ça donne des résultats vraiment intéressants. Pourquoi est-ce que la GIZ est venue, il y a, je ne sais pas, une dizaine d'années, a mis en place des cordons pierreux, ça a fonctionné, et puis après, plus rien. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas développé, puisque ça marche? D'accord? Voilà, ce genre de choses. Alors, j'imagine que la GIZ avait ses raisons, hein. Elle avait probablement un programme triennal ou quelque chose comme ça. Le programme est arrivé au bout. Bon, après, messieurs, prenez-vous en main, quoi. Hein. Donc, bon, qu'importe. Une fois encore, moi, je suis absolument pas là pour jeter la pierre à quiconque. Hein. Je voudrais simplement faire des constats et puis de voir comment on peut s'appuyer sur ces expériences pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Bon, voilà. Alors, manque d'accès à l'eau potable dans un grand nombre de villages isolés. Hein, ça, c'est le président Koulibaly en a reparlé ce matin avec un certain nombre de programmes. Manque d'accès à l'eau potable dans un nombre d'écoles. Hein, là encore, le président Koulibaly en a parlé. Dysfonctionnement des services confiés à l'UNCER et aux délégataires privés. Ça aussi, c'est remonté quasiment systématiquement. L'UNCER, on ne parle pas des délégataires, mais l'UNCER est beaucoup trop centralisé. Quand il faut changer un joint, il faut remonter à Nouakchott, demander l'autorisation à Nouakchott avant que le joint revienne et que, bon voilà, et ce qui donne le résultat qu'a expliqué le président ce matin. Absence de dispositif d'alerte de lutte contre les inondations, je viens d'en parler. Nécessité de déploiement de structures du type AGLC. Voilà, alors là, ce sont les représentants des AGLC qui sont venus nous voir et qui nous ont dit, mais on a besoin d'une aide en matière de gestion, en matière de sensibilisation à l'environnement, en matière de... Voilà, donc ça fait partie des choses qu'on pourrait imaginer pour les étapes suivantes. Et puis, mobilisation et coordination insuffisante de la diaspora. Messieurs, c'est vous. Donc, mesdames, pardon, excusez-moi. Donc voilà, ça veut dire que globalement, si on veut véritablement être pertinent, efficace, durable, eh ben, il faut que vous donniez votre avis, vous participiez à tout ça. D'accord? Donc voilà globalement le diagnostic, hein, donc les éléments qui nous semblaient importants. J'insiste, l'objectif n'était pas à ce stade de faire un diagnostic scientifique ou technique. C'était pas le problème. D'accord? Le scientifique et le technique, ça viendra après. D'abord, c'est tellement pléthorique, c'est tellement complet, tellement énorme qu'il faut y aller cibler étape par étape et domaine par domaine. Donc là, en l'occurrence, la problématique n'était pas là. La problématique, c'était de trouver ce qu'il y avait en amont de tout ça qui empêchait au développement du secteur de l'eau sur le Guadimara. Okay? Donc, ne vous étonnez pas s'il n'y a pas encore à ce stade d'analyse et d'études scientifiques. Ce n'est pas le moment pour l'instant, de notre point de vue en tout cas. Voilà. Alors, est-ce que je passe tout de suite aux recommandations?
Oui, donc je passe tout de suite aux recommandations. Vous reviendrez sur la suite. Alors, les recommandations, là encore, elles s'appuient sur un certain nombre de principes. Euh, L'objectif, donc, on met des recommandations. Vous allez les compléter, les amender, les corriger. D'accord? À partir de là, nous, l'idée, c'est de mettre en place une deuxième étape. D'accord? C'est-à-dire, grosso modo, commencer à mettre en application les recommandations qu'on a faites. Mais on s'inscrit selon deux logiques différentes et complémentaires. La première qui est de dire, il est très clair qu'en amont de tout ça, il y a, et le président Koulibaly l'a encore répété à plusieurs reprises ce matin, il y a un problème de gouvernance. D'accord? Cette stratégie, cette méthode, cette approche, il faut qu'elle soit coordonnée, il faut qu'elle soit voilà, centralisée, portée par une structure. Donc il y a un problème de gouvernance avec tout ce qui décline après, découle après cette logique de gouvernance. Mais il y a un autre problème, c'est que l'objectif, c'est quand même de contribuer à améliorer les conditions de vie des populations. Et que les populations, si on met en place un comité ou si on met en place un plaidoyer auprès du ministre, elle ne voit pas ça. Elle ne voit rien. Donc ça veut dire que si on veut avoir le soutien des populations, il faut aussi répondre à leurs besoins et leurs demandes. Et si on veut répondre à leurs besoins et leurs demandes, il faut mettre des actions concrètes en place. D'accord? Il faut qu'il y ait des villageois qui disent ah, j'avais pas d'eau, j'en ai. Il n'y avait pas d'eau dans l'école, maintenant il y en a. Il n'y avait pas de cordon pierreux, maintenant je peux ramener mon bétail pour pâturer sur les zones qui ont été aménagées. D'accord? Donc, et c'était d'ailleurs une des directives que m'avait fixé Valérie dès le départ, qui était de dire ok, mais on joue sur deux tableaux. D'accord? On joue sur le tableau gouvernance pour encadrer tout ça, mais on joue aussi sur le tableau concret, de façon à ce que on continue à avoir l'adhésion des populations. D'accord? Bon, voilà. Alors, voilà, Valérie en a déjà parlé, donc on passe à la suite. Euh, alors, je commence par la gouvernance. Une fois encore, euh, voilà, c'est une espèce de liste à la Prévert dans lequel il vous appartient de dire bah oui, ça c'est d'accord, ça c'est pas d'accord, enfin ça où on comprend pas ou bon. Sauf qu'il faut quand même comprendre qu'il y a une logique dans les choses. Et parmi lesquelles, alors je l'ai mis en dernier, mais je l'ai mis en rouge. Je vous ai parlé d'une structure porteuse qui doit être porteuse du programme, porteuse des plaidoyers, coordinatrice, garante du respect des principes qui ont été mis en place. Et c'est ce qu'avec le président, on a appelé le comité régional de l'eau du Goudimara. Une structure créée spécifiquement à cet effet, qui a pour seul rôle de coordonner, porter, appliquer les principes de l'agir à l'échelle du Goudimara. Et qui serait l'interlocuteur et le porteur du plaidoyer vis-à-vis du gouvernement. D'accord? Donc ça, pour nous, c'est vraiment prépondérant. Et on a discuté avec le président et on a discuté pour voir un petit peu qui devait intégrer ce comité, comment il devait être organisé. Donc la liste a été établie, je vous la présenterai si vous le souhaitez, ou le président vous la présentera si vous le souhaitez. Bon voilà. Donc plaidoyer pour l'identification d'une méthode de fiabilisation des ouvrages hydrauliques. J'ai un peu évoqué le sujet ce matin avec certains d'entre vous. Les entreprises, les bureaux d'études mauritaniens sont pas plus stupides que les bureaux d'études français, allemands ou non. Les entreprises mauritaniennes ne sont pas plus incompétentes que les autres. Donc c'est pas une question de compétence, d'accord? C'est une question de système. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une question de système. Alors je vous donne mon analyse et je vous la soumets. Le ministère décide, que ce soit l'agriculture ou l'hydraulique, et décide voilà, on va faire un tel barrage. Et ils font ce qu'on appelle un avant-projet sommaire. D'accord? Mais pour réaliser les études détaillées, tout ça, il faut un maître d'œuvre, un bureau d'études. D'accord? Le ministère concerné rédige les termes de référence, lance l'appel d'offres, les offres arrivent. Qui analyse les offres? L'autorité de régulation des marchés publics. Est-ce que l'autorité de régulation des marchés publics, ce sont des gens, des ingénieurs et autre chose? Ben non, ce sont des financiers. Quel est le seul critère auquel un financier peut s'accrocher? Le moins 10 ans. Donc ça veut dire que systématiquement, c'est le moins 10 ans qui est récupéré. Mais le bureau d'études, il n'est pas stupide.
Donc il sait que ça va être le moins 10 ans, donc il tire les prix vers le bas. Mais ayant tiré les prix vers le bas, si je construis un barrage à Célibabi, alors que mon bureau est à Nouakchott, pardonnez-moi l'expression, mais est-ce que je vais m'emmerder à envoyer un ingénieur toutes les semaines à Célibabi pour assister à une demi-heure de réunion de chantier et de contrôle du chantier? Évidemment non. Donc ça veut dire que le bureau d'études, il tire les prix vers le bas, mais il ne fait pas de contrôle. On part là-dessus et on continue. On définit les termes de référence de l'appel d'offres pour l'entreprise, même système, d'accord? Même si les termes de référence sont bien montés, appel d'offres, moins 10 ans, parce que c'est l'autorité de régulation des marchés publics. Donc l'entreprise, elle tire les prix vers le bas et elle sait qu'elle ne sera pas contrôlée. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben, elle diminue les quantités de ciment, elle diminue les quantités d'acier, elle diminue les quantités de profondeur de fouille, d'accord? Elle compacte pas trop le fond, enfin bon voilà. Moralité de l'histoire, je vous dis parce que je l'ai vécu, hein, je suis allé à Sani, je ne sais pas si vous voyez où c'est Sani, dans la Saba, d'accord? Avec un barrage qui s'appelle le barrage de Guevara, d'accord? Et j'ai demandé au maire, mais quand est-ce qu'il a été construit cet ouvrage? Il m'a dit 95. Et quand est-ce qu'il s'est effondré? 96. C'est-à-dire qu'en fait, la première fois que l'eau est arrivée, poum, le barrage il a sauté. Mais alors il s'avère que dans une vie antérieure, j'étais expert en pathologie des bétons, donc quand vous me montrez une pièce de béton, je sais l'interpréter. D'accord? Ben, je vous garantis d'abord qu'il n'y avait certainement pas la granulométrie qu'il fallait. D'accord? C'était essentiellement du sable, il n'y avait pas de gravier. Deuxième chose, il était tellement jaune que je peux vous dire que c'était pas du 400 kg de ciment au mètre cube, hein, c'était plutôt de l'ordre de 100 à 150. Et puis quand j'ai regardé les aciers qui étaient comme ça, alors qu'il aurait fallu qu'ils soient comme ça, bon voilà, l'entreprise elle a fait son bénéfice, hein, mais n'empêche que l'ouvrage il n'a pas duré. Bon, voilà. Et donc, je reviens et je conclus sur mon histoire, c'est que là, en l'occurrence, le problème de validité, c'est pas un problème technique, c'est pas un problème de compétence, c'est un problème de procédure. Mais qui décide les procédures? Ben, c'est au niveau gouvernemental. Et ça sera certainement pas au niveau régional. Par contre, le niveau régional peut faire un plaidoyer, d'accord? Peut aller voir avec le ministre ou les autres ministres, je ne sais pas qui va être concerné, en disant, Monsieur le ministre, c'est aberrant. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse telle et telle chose. Et puis une autre chose qu'a proposé le président Koulibaly, mais qui a été aussi relevé par les différents maires, c'est de dire, mais à partir du moment où on fait un ouvrage sur notre territoire, ben, on aimerait bien être impliqué, alors peut-être pas au niveau technique, parce qu'en l'état actuel, le conseil régional n'a pas les compétences scientifiques pour dire un tel est compétent, il y a assez d'acier ou il y a assez de ciment, c'est pas le sujet. Mais au moins, regardez, si vous voulez, voilà, quelles sont les procédures, est-ce que véritablement le contrôle de chantier est fait, est-ce qu'il n'est pas fait, enfin bon voilà, être impliqué parce que, et c'est ce que m'avait dit le président, il m'a dit, il décide au niveau de Nouakchott comment on fait, mais le jour où l'ouvrage s'effondre et qu'il n'y a plus d'eau, c'est nous, c'est moi le président qui prend les remontrances de la part des populations. D'accord? Donc ça prouve bien qu'a priori, les acteurs locaux et les élus locaux devraient être impliqués. Autre chose, révision des relations avec l'ONSER et délégataire de charge de l'eau. Là encore, et je crois que le président l'a évoqué ce matin, c'est-à-dire que grosso modo, il y a à ce jour je ne sais pas comment ça s'appelle, des termes de référence, enfin, ou des contrats qui sont passés par le gouvernement avec soit les délégataires, soit l'ONSER. Le vrai, c'est peut-être les revoir. Et puis les revoir dans le sens de la décentralisation. Faire en sorte que s'assurer que, comme le dit le président, effectivement, à partir du moment où il y a un village qui manque d'eau parce qu'il y a une pompe qui est en rade ou autre chose, que l'ONSER soit en mesure, c'est pas forcément une question de volonté, mais qu'ils aient le droit et qu'ils aient les ressources financières, c'est-à-dire en fait les joints, les pièces de rechange, et puis les compétences. Et donc c'est en fait une logique de décentralisation. D'accord? Mais ça aussi, ça ne peut pas se faire à l'échelle du conseil régional. En revanche, le conseil régional peut être le porteur du plaidoyer, en illustrant, comme l'a fait le président ce matin, hein, en disant, ben voilà, tel village est resté 3 mois sans eau. Imagine, enfin, moi j'ai du mal à imaginer, hein, j'ai du mal à encaisser vos températures à 35 ou 40 degrés, alors que si en plus on me demande de rester sans eau pendant 3 mois, je ne sais pas comment je ferais, quoi, hein. Dispositif régional d'appui aux municipalités en matière de maintenance des ouvrages. Alors ça, c'était une idée qui avait été aussi émise, c'était de dire pourquoi on ne s'appuierait pas aussi sur les municipalités pour que celles-ci mettent à disposition du personnel, une personne, un jeune, hein, qu'on formerait, qui serait formé, si ce système était adopté, qu'on formerait à la maintenance, et puis on lui définirait un programme, d'accord? Et puis c'est lui qui fait le tour des ouvrages qui ne sont pas confiés à l'ONSER,
et qui disposerait lui aussi d'un petit stock de pièces de rechange, c'est clair, hein, je veux dire, quand, je sais plus qui ce matin a parlé des pompes Vernier, ok, vous avez les Mark III et les Vernier, hein, grosso modo, vous n'en avez pas 150. Donc avoir du stock d'un côté et de l'autre, c'est quand même pas très difficile. Voilà, former, dire à chaque municipalité, ben vous, votre contribution, c'est de salarier un jeune, d'accord. Nous, on le forme. Le conseil régional, par exemple, gère un stock, hein, ou bien délégué. Enfin bon, on verra comment ça se passe, mais voilà, l'idée, ce serait éventuellement de mettre ça en place, et ça permettrait d'éviter ce qu'a dit le président ce matin, c'est-à-dire que des villages restent 3 mois sans eau, quoi. Mise en place d'un dispositif d'amélioration de la connaissance et suivi de la ressource en eau. Bon, j'ai lourdement insisté, hein, sur la problématique de connaissance de la ressource. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en fait, c'est une problématique nationale et que on s'est attaqué à cette problématique avec l'appui du CNRE. Je ne sais pas si vous connaissez le Conseil national de la ressource en eau, qui est une émanation du ministère. D'accord. Et on vient d'installer 7 stations dans le Tagant. Alors, c'était pas vous, là, parce que je connaissais pas le président à l'époque. Et donc, on a commencé par le Tagant. On a installé 7 stations qui permettent d'avoir 2 mesures par jour de la variation de la nappe et des mesures en continu de la pluviométrie. Pouvoir faire après la corrélation entre la pluviométrie et la recharge de nappe, ce qui nous permet d'identifier les nappes, de dire attention, celle-ci c'est une nappe fossile, c'est pas la peine de taper dedans. Celle-là, par contre, elle se recharge très vite, vous pouvez y aller jusqu'à tant de mètres cubes par jour. Voilà, et ça permet d'optimiser la gestion de la ressource et d'éviter ce qui s'est passé à Tijikja, hein, c'est-à-dire de faire baisser la nappe et faire crever les palmeraies. Bon voilà, donc ça fait partie des choses pour nous qui est une priorité, mais qui peut-être ne relèvera pas directement du Conseil régional, mais peut-être de ce qu'on est en train de mettre en place avec le CNRE, donc à l'échelle nationale. Par contre, on pourrait éventuellement le décliner sur le Goudimaha. Dispositif d'alerte de crue, ben on en a parlé. Et une fois encore, l'objectif n'est pas forcément de faire des choses pléthoriques. Hein, tout simplement commencer par réunir les maires et leur dire ben voilà ce que fait l'OMVS. Regardez votre bulletin toutes les semaines et déjà vous aurez réglé le problème. Voilà. Donc voilà un petit peu les grandes lignes en matière de gouvernance, hein, de ce qui pourrait être tout ça coordonné et géré par le comité régional de l'eau. Si vous êtes d'accord sur ce sujet. Et puis en matière de... alors oui, pardon. On a présenté tout ça à l'atelier du 18 avril, et voilà ce qu'ils ont retenu. Instauration d'une coopération décentralisée. Donc là, c'est pour ça que je regrette que Florence soit partie ce matin, là, parce que voilà, elle était pressée. Mais instauration de coopération décentralisée pour encadrer. Et là aussi, on compte un peu sur vous. Vous êtes peut-être les uns ou les autres en lien avec des collectivités, des municipalités françaises qui accepteraient et qui seraient d'accord pour se mettre en coopération décentralisée avec un village, avec votre village. Voilà. Et ça faciliterait quand même pas mal de choses. Ça donnerait accès à des financements de la DECT, ça donnerait accès à un certain nombre de choses intéressantes. Bon, voilà. Donc, instaurer des coopérations décentralisées, créer ce fameux comité régional de l'eau. Là, c'est vraiment hyper important. Le président Koulibaly a commencé les démarches, est allé rencontrer le ministre. Le ministre a pris ça sous son aile. Hein, le président s'est engagé, en tout cas, hein, à faciliter l'accès. Bon, apparemment, c'est pas si simple que ça, mais néanmoins, c'est en cours. Si je me trompe pas, président, c'est en cours. Voilà. Inch'Allah. Bon, voilà. Et donc, le comité qui aurait hein, les différentes fonctions, notamment, une fois encore, comme on a dit tout à l'heure, on pense que le secteur de l'eau, d'autres secteurs aussi certainement, mais en tout cas le secteur de l'eau souffre véritablement d'un manque de communication entre le niveau national et le niveau local. Et ce serait justement le rôle du comité, d'accord, de faire à la fois du montant et du descendant. Du montant, c'est-à-dire je prends connaissance des avis, doléances, conseils, demandes, besoins des populations, des acteurs locaux, je le remonte au gouvernement pour que le gouvernement en tienne compte dans sa programmation, et les bailleurs de fonds, et du descendant, c'est-à-dire les bailleurs de fonds ont tel programme, veulent faire telle chose, proposent telle manière, il faut que les acteurs locaux soient informés. D'accord. Et ça, c'est le rôle du CREG de faire à la fois l'information montante et descendante. Voilà. Et puis les deux plaidoyers dont je vous ai parlé, hein, sur les ouvrages hydrauliques et la décentralisation de l'ONSER. Déploiement d'un dispositif de connaissance et de suivi de la ressource en eau.
Et en commençant par un recueil des études hydrologiques existantes, parce que bon, on n'a pas réuni tout ce qui existait. On a notamment rencontré l'UNICEF après qu'on ait fait ça et qui nous a dit, mais nous, on a un certain nombre d'études qui ont été réalisées, on va vous les mettre à disposition, de façon à ce qu'on ne repart pas de zéro. Vous savez, j'ai discuté avec le ministre quand on parlait sur la problématique de la télémétrie, enfin de la connaissance de la ressource en eau. Alors, ce n'était pas ce ministre-là, c'était le précédent, M. Boussaïf. Non, monsieur, bon, qu'importe. Boreis, merci. Et il me disait, j'ai deux problèmes. J'ai un premier problème, effectivement, de connaissance de la ressource, mais j'ai un deuxième problème, qui est que ça fait 40 ans, 50 ans, 60 ans qu'on fait des études, faites par des bureaux d'études français, allemands, américains, anglais, n'importe où, d'accord? Et ces études, elles sont dispatchées partout, on ne sait plus où elles sont, et à chaque fois qu'il faut qu'on refasse un projet, il faut qu'on refasse l'étude. Voilà. Ben déjà, une première chose, prendre un moment pour faire le tour de tous les acteurs français, allemands, américains dont on sait qu'ils sont intervenus, plus les différentes administrations mauritaniennes, et récupérer déjà tout ce qui existe. Il faut être clair, l'hydrogéologie, ça n'a pas changé en 25 ans. La géologie, ça n'a pas changé en 25 ans. D'accord? Ça change pas. L'hydrogéologie peut un peu, ouais, l'hydrogéologie peut un peu changer à cause des changements climatiques, mais autrement, ça change pas. Ça nous donne des idées. La pédologie, ça change pas. D'accord? Voilà, c'est tout ça qu'on pourrait réunir et qui serait déjà une première base. Et encore faut-il l'utiliser, cette base. Donc l'idée, c'est là encore de dire au conseil régional, on met en place un bureau dédié à ce problème-là, avec un ordinateur, dans l'ordinateur qui gère une base de données. Et déjà, on cumule toutes ces données-là, elles sont accumulées dans l'ordinateur du conseil régional. Et là, on sait où elles sont. D'accord? On n'a pas besoin de les refaire. Bon, voilà encore une autre idée. Oui, identification des besoins en eau. Là encore, c'est pas très très compliqué. Je veux dire, on a une idée si on interroge les maires, on a une idée des surfaces irriguées, on a une idée des populations, on a une idée des troupeaux. Quand est-ce qu'ils sont là, quand est-ce qu'ils sont pas là, il y a combien de têtes de bétail, où est-ce qu'ils se ravitaillent. Et grossièrement, on est capable de dire, ben voilà, on a besoin de tant de mètres cubes ou tant de millions de mètres cubes chaque année. Et puis, ouais, mais on a exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le Fungleita. C'est-à-dire, on sait que on a un apport qui est de l'ordre de 340 millions de mètres cubes par an, mais on sait que le projet de sucrier, ça va déjà pomper 110 millions. Attention, faire attention à ce qu'on fait, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça aussi, tant qu'on n'a pas ces données-là, on ne peut pas définir une programmation durable et efficace. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il faut travailler aussi là-dessus. Et puis à la lutte contre les inondations, donc voilà, campagne d'information des maires, ateliers de concertation, et mise en place de dispositifs préventifs qui seraient gérés par le conseil régional. Ça aussi, c'est une demande qui nous a été faite lors de l'atelier du 18 avril. C'est de dire, bon, on peut pas les prévenir parce que c'est compliqué hein, de faire de l'alerte de crue, l'alerte d'inondation, c'est quand même pas très simple. Il va se passer quand même quelques années en Mauritanie avant qu'on arrive à mettre en place des dispositifs comme ça. Mais en revanche, ce que nous ont dit les gens du Goulimara et après commencer par le président, au moins qu'on soit d'ores et déjà, on sait qu'il va y avoir des inondations, on sait qu'il va y avoir des gens qui vont être déplacés. Donc on sait que ces gens-là, on va pas savoir où les mettre. Et puis il va falloir leur répondre à leurs besoins prioritaires. Ben, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un petit stock préventif de tentes, de savon, de je sais plus ce que vous aviez dit, président, enfin voilà, de toutes ces choses-là, où on n'a plus besoin d'attendre 107 ans que ça arrive, il faut déplacer les gens, ok, on a les tentes, elles sont là, et ce serait un stock qui serait géré par le conseil régional, par exemple. Bon voilà les demandes qui ont été faites au niveau de la gouvernance. Je continue. Et puis, nous, initialement, sur les actions concrètes, on avait dit, ben, on reprend cette idée de cordon pierreux parce que tout le monde insistait vraiment lourdement sur le sujet. On reprend la problématique de le développement d'accès à l'eau potable dans les villages, l'accès à l'eau dans les milieux scolaires, et puis la mise en place d'un dispositif de maintenance des ouvrages existants. D'accord? Et quand on a présenté ça aux représentants locaux, ils ont dit mise en place d'un dispositif de surveillance maintenance des ouvrages, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en mobilisant les municipalités, en formant les gens, en mettant un petit stock de pièces, par exemple. D'accord? C'est pas très lourd financièrement, mais ça exige quand même du temps, de l'organisation, puis une volonté politique, hein, comme d'habitude.
Et puis, plutôt que d'aller travailler sur amener de l'eau à tel endroit, faire un forage à tel autre chose, ce qu'ont dit les gens de Celibaby, enfin qui étaient là à l'atelier, ils ont dit, mais ce qui serait peut-être plus intelligent, c'est de faire un pilote, un exemple. On prend deux villages qui sont démunis d'eau et on en fait un exemple complet. C'est-à-dire, on va faire des essais géophysiques pour savoir où est la ressource en eau, on met en place un forage, on met en place une pompe solaire, on met en place un château d'eau, du château d'eau éventuellement, si nécessaire, une unité de potabilisation, d'accord. Et derrière, on va distribuer une borne fontaine dans le village et une borne fontaine à l'école. Et on ne s'arrête pas là. À l'école, on met en place des latrines, une fosse septique, et la fosse permet d'irriguer un jardin scolaire. Et là, on a un exemple global de ce qu'on peut faire sur l'ensemble de la chaîne de l'eau, d'accord, avec, en s'inquiétant toujours de la problématique de la maintenance, d'accord, de la protection, de la surveillance, de la maintenance, voilà. Éventuellement, là encore, de la problématique budgétaire, d'accord. Est-ce que les écoles ont les moyens? Est-ce que la municipalité a les moyens? Qui va assurer la surveillance, la maintenance, le remplacement des pièces, enfin autre chose. Voilà, on règle le problème de façon totalement globale sur un ou deux villages qui, à la suite, éventuellement, serviront d'exemple reproductible. Donc voilà globalement ce qu'il est sorti de la réunion du 18 avril. Donc maintenant, messieurs, voilà, à vous de jouer. Quels sont vos avis, vos remarques, que vous m'exprimiez ce que vous voulez. Voilà. De façon à ce que, et puis rapidement, excusez-moi de vous presser, mais rapidement, s'il vous plaît, parce que je voudrais bien qu'on prépare l'étape suivante. Et puis troisième chose, là aussi, je vais être très direct, c'est-à-dire que grosso modo, l'agence de l'eau, elle n'a pas des fonds pléthoriques. On peut éventuellement, si on met en place des coopérations, on peut aller chercher la DECT, mais je reviens à une question vis-à-vis de vous. Est-ce que vous pouvez nous aider à trouver des collectivités françaises ici qui veulent s'associer avec votre village, par exemple? D'accord. Ça aussi, c'est une question que je vous pose. D'accord. C'est aussi une question sur laquelle j'ai besoin de réponses. D'accord. Donc voilà une autre manière d'interférer. Et une dernière manière d'interférer, mais là ça reprend les propos de monsieur, c'est-à-dire ne restons pas les deux pieds dans le même sabot, aidez-nous aussi financièrement à compléter. Plus on aura de budget, plus on pourra faire quelque chose de pertinent, d'efficace et de général. Voilà. Hein, bah écoutez, voilà ce qu'on attend de l'OMVS. Pardon, non, ce qu'on attend de la diaspora. Quant à l'OMVS, ben, je crois que c'est Valérie qui était la mieux placée pour en parler. C'est pas moi. Je reprends donc les dernières séries de questions avant de passer la parole au président. Une question que, enfin, je ne vais pas les prendre dans l'ordre, mais une des questions qui a été posée, c'est de savoir, de dire, mais il y a pléthore de forages qui sont faits à droite et à gauche, qui sont un petit peu faits de façon anarchique et qui peuvent avoir des conséquences assez nuisibles. Et bien justement, ça veut dire il faut absolument qu'il y ait un organisme de coordination qui rejoint un petit peu ce que vient de dire Valérie, c'est-à-dire grosso modo qui fasse le panoramique de l'ensemble des projets qui sont en cours et qui soit capable de dire stop, attendez là, non, il y a trop de forages de tous les côtés, vous allez faire baisser les nappes ou j'en sais rien, enfin qu'importe, mais voilà. Et donc ça, il faut bien un organisme régulateur pour le faire. Et nous, ce qu'on propose, c'est que ce soit le CREG, mais un CREG doté d'une compétence technique. Donc ça, c'est une première chose. Autre question qui m'a été posée. Alors avant, là encore, je vais en faire encore une digression. Je reviens sur ce que vient de dire Valérie pour donner un exemple. On a travaillé sur Kifa. C'est même la première ville sur laquelle on a travaillé avec la ville de Montpellier. Et de fil en aiguille, d'étape en étape, les unes après les autres, on est arrivé à monter ce qu'on appelle un FICOL. Le budget en ancien MRU, c'est 1 milliard maintenant. D'accord. C'est-à-dire qu'ils ont décroché un budget d'1 milliard d'MRU, 100 millions non, 1 milliard d'Ouguiya, 100 millions d'MRU, pour réaliser une adduction complémentaire et la sécurisation de l'accès à l'eau et la distribution de l'eau sur la ville de Kifa. Voilà, donc, mais il y a une méthode, il y a des étapes, les unes après les autres, d'accord. Et je redis, enfin, quand on me reproche en disant ouais, mais tu vas encore faire des études, ben oui, d'accord.
Mais si vous voulez construire une maison, vous ne faites pas appel au maçon le premier. Vous faites d'abord appel à l'architecte. D'accord? Et quand l'architecte a fait un plan qui vous convient, à ce moment-là, vous appelez le maçon, mais pas avant. Eh ben, on fait pas de forage avant d'avoir fait les analyses de géophysique et compagnie. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, je résume en disant, oui, sur Kifa, on a obtenu 1 milliard de subventions pour sécuriser l'accès et la distribution de l'eau potable sur la ville de Kifa, mais après 3, 4, 5 ans d'études de faisabilité, de discussions avec le CNRE, de discussions avec le ministère, avec la SNDE. Enfin bon, voilà. Hein, et puis on a petit à petit trouvé le chemin qui permettait de fiabiliser les choses. D'accord? Bon, maintenant, dernière question avant de repasser la parole au président. Qu'est-ce qu'on attend de la diaspora et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, la première chose, ce serait de répondre à mes questions. Je vous ai proposé un programme. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez. Alors peut-être pas aujourd'hui, peut-être que Bouba aura la gentillesse de récupérer vos données. Voilà, mais si vous voulez, voilà, vous aurez à disposition le PowerPoint avec la liste hein, des choses. Donnez-nous votre avis, dites-nous ce sur quoi vous êtes d'accord, pas d'accord. Complétez les choses, s'il vous plaît, en restant sur le secteur de l'eau. Hein, je comprends bien qu'il y ait des préoccupations en matière de santé ou autre chose, mais on ne peut pas régler tous les problèmes en même temps. Voilà. Donc, en l'occurrence, s'il vous plaît, voilà, répondez-nous, envoyez-nous un mail. Je vois Bouba mon adresse mail, à l'adresse mail de Valérie. Envoyez-nous un mail en disant, bah écoutez, on a regardé votre programme et et voilà, on est d'accord là-dessus, on n'est pas d'accord là-dessus, ou vous avez oublié ceci, ou retranchez ça parce que c'est pas important. Voilà, s'il vous plaît. Moi, c'est vraiment ce dont j'ai besoin. Oui, monsieur. Bonjour à tous. Moi, je voulais revenir sur les recommandations, qui est le but du coup de cet échange, notamment par rapport à la gouvernance. Moi, je retiens quand même la création d'un comité régional qui, je pense, a une importance. Et ce comité-là, à mon avis, devrait être alerte sur le développement, je dirais, entre guillemets, anarchique des forages qui se font au niveau de la région et des potentielles conséquences qu'on pourrait avoir sur les ressources en eau au niveau du Guimara. Et le deuxième point sur lequel je voulais revenir et sur lequel j'ai des questions, c'est sur la fiabilisation des ouvrages. On a parlé de marché avec des ouvrages qui se font et qui se cassent la gueule 1 an après. Euh, Par exemple, en France, moi je suis également maître d'œuvre, mais dans un autre domaine, dans le ferroviaire, on a des clauses marché qui permettent d'avoir une garantie après ouvrage. Qu'en est-il des marchés qui sont passés en Mauritanie? Et en plus de cela, enfin, il y a un problème sur le suivi des travaux. Et au niveau de la maintenance, on a vu également qu'il y avait des problèmes qui étaient rencontrés. Normalement, après la réalisation d'un ouvrage, on a ce qu'on appelle un dossier d'ouvrage exécuté qui permet d'assurer la maintenance de l'ouvrage. Est-ce que c'est fait ou pas à l'heure actuelle dans les marchés qui sont passés au niveau de la Mauritanie? Je m'appelle Alida Traoré, je suis ressortissant de Boanze, Guilimara. Avant de rentrer dans le sujet, je tiens à remercier, à saluer tous les organisateurs et tous les participants et du panel. Je remercie particulièrement tous les participants et intervenants ayant donné leur avis et, et leurs suggestions par rapport à ce projet. Alors moi aussi, mon intervention s'inscrit dans le cadre du développement des ressources euh, en eau et agricole dans la région du Guidimara. Le Guidimara est aujourd'hui plus que jamais menacé par le problème de l'eau et des ressources agricoles et sont de moins en moins abondantes. Alors, étant ressortissant de Boanze, qui abrite 10 000 habitants ou un peu plus que ça, comme il vient de dire un intervenant du village de Boanze, il y a pas mal de forages qui ont été faits ces derniers temps à Boanze et que ces forages n'arrivent toujours pas à alimenter le village en entier. Alors, on est sûr et certain qu'il y a un problème quelque part. Est-ce que ces forages atteignent les nappes qui ont une certaine capacité d'alimenter tout le village ou c'est des forages qui ont été faits au hasard pour trouver une poche d'eau et alimenter périodiquement ou momentanément un certain nombre de populations et après ça s'arrête là. Donc ça veut dire que les ressources en eau restent un grand problème. Alors ma question
s'adresse à Monsieur le Président du Conseil régional de Guidimara. Est-ce que il y a dans vos projets, est-ce que vous avez prévu une technique de maîtrise et de gestion d'eau comme il vient de le proposer? Mais est-ce que vous avez ciblé des populations qui vont euh, gérer, gérer cette technique? C'est-à-dire, à Nouakchott, il fut un temps qu'il y avait une filière qui était enseignée à l'université. On l'appelait maîtrise et gestion de l'eau. La maîtrise et gestion de l'eau, il y a beaucoup de ressortissants des Mauritaniens, des étudiants mauritaniens qui sont sortis de cette filière, qui ont fait des études supérieures à l'extérieur. Il y en a certains qui sont retournés en Mauritanie, d'autres qui ne sont pas retournés. Est-ce que ces populations sont ciblées pour vous filer un coup de main pour la maîtrise et la gestion de l'eau? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que je suis mandaté aujourd'hui par le village de Bouange pour vous exposer et vous soumettre un projet qu'ils ont à cœur, vu le manque d'eau dans tout le Guinimara. On a été confronté à ces problèmes depuis toujours, mais quelques années auparavant, on s'est concerté, on s'est organisé pour effectivement faire des forages. Et malgré les moyens, on a déjà un forage qui est sur place, mais il nous manque énormément de moyens pour monter, pour terminer les travaux de forage qui sont les travaux de châteaux, les travaux des réseaux d'alimentation au niveau des populations. Et le coût s'élève énormément très haut. On a estimé, on a eu un devis qui est de 11 millions d'ouguias, à peu près, on va dire 30 000 euros à peu près. Est-ce que vous avez des orientations à nous suggérer pour essayer d'avoir des subventions? Merci. Présente, je m'appelle Tako Kébé. Je suis infirmière et originaire du village de Dioguntro. Ma question, elle sera très simple et assez succincte. De Dioguntro. Voilà. J'ai une question pour vous, Monsieur le Président. En fait, moi, j'avais une question par rapport à vous. À vous. Enfin, après, c'est de façon globale. Ce matin, vous êtes intervenu un petit peu sur le pôle santé en parlant bah, plus de la santé materno-infantile, qui est effectivement très important. Mais moi, j'avais plus une question sur tout ce qui est lutte contre les maladies chroniques, qui est aussi, je pense, un fléau qui touche un peu, que ce soit nos populations générales ou même les populations en France. Et du coup, je voulais savoir quel était votre programme de lutte par rapport à ces maladies émergentes. Et aussi savoir si il y avait des choses qui étaient faites en place par rapport aux maladies qui sont liées à tout ce qui est santé et eau, si je peux dire, comme bah, tout simplement le paludisme, la bilharziose et ce type de maladie, le choléra. Voilà. Les maladies de manque d'eau. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Tout le monde, merci aux organisateurs de cette journée, bien que je suis venu en début d'après-midi. Je voudrais demander à l'ONG qui a fait cette étude et qui a déjà travaillé dans d'autres régions, les enseignements que vous avez tirés, les avancées que vous avez tirées dans le développement de ce projet. Est-ce pensez-vous que la partie, le projet que vous voulez développer pour la région de Guinée-Mara, est-ce que allons-nous profiter donc des insuffisances, des avancements que vous avez obtenus dans d'autres régions? Ça, c'est donc ma première question. La deuxième question, c'est au niveau de la gouvernance. Vous avez parlé donc de l'état des ouvrages. Donc, les ouvrages qui sont construits au bout d'un an, donc ils disparaissent. Est-ce que vous avez eu, en tant que consultant, à apporter donc cette problématique au niveau de l'État pour que les marchés de gré à gré, où ces ouvrages sont confiés à des entreprises délégataires qui ne sont pas à la hauteur? L'autre question, c'était de savoir qu'attendez-vous de la diaspora? Et ma dernière question, quel est l'apport de l'OMS
dans l'étude donc, de ce projet pour le Guidemara. L'apport de l'OMVS. Voilà. Merci. Salam alaikum à tous, bonjour. Moi je m'appelle Malik Kamara, originaire du village de Tachot Botorolo. J'ai 7 questions à vous poser, je vais être très rapide. La première, qui compose du coup le comité régional de l'eau du Kidimara et comment on peut faire du coup pour y participer ou bien y adhérer. Deuxièmement, à qui appartient la compétence de la gestion de l'eau? Si c'est une compétence nationale, bien si c'est une compétence régionale. On parle du coup d'eau potable, quid de l'assainissement? En général, ça va ensemble, parce que l'eau potable du coup qu'on va utiliser sera du coup de l'eau souillée qu'il faudra traiter. Est-il possible du coup de centraliser les données au service archives de la région pour faire en sorte du coup de capitaliser toutes les informations et toutes les études qui ont été faites? Est-ce qu'il y a possibilité de créer un organisme indépendant, un organisme de contrôle du coup qui valide la construction des ouvrages, genre type Veritas? Et une dernière question concernant le partenariat. Il y avait une initiative dans mon village origine de créer un partenariat entre la commune de Tachot et le SIAP, syndicat interdépartemental des assainissements des eaux de Paris, syndicat où je travaille, et notamment avec l'agence de l'eau Seine-Normandie. Malheureusement, pour raison budgétaire, d'après ce qu'on m'a dit, et changement de politique, c'est un projet qui n'a pas été abouti. Donc, nous vous demandez du coup l'avis de la diaspora. C'est avec grand plaisir qu'on vous le donne, mais est-ce qu'il y a une place pour nous, pour ce genre de projet en Mauritanie? Merci beaucoup, au revoir. Orakas kunyi orakas kanta fofo anto na jamu mken Umar Kamara baktas brane yo conseil régional wan kunyi wan kantana yo ku selingale projet mo ko depuis 2019 ato ngen tare conseil régional ankin ma kala ankin nga kam andam me wori kha ka so ngare do yo video nyanga no sitin kam o kaytin bugu foke be bugo maka o ga dubbe fourné ne tas gidimaka a tampile de be baka selinge khasu fil zone comme udunu na do comme kar selinge bakan khasu filis a wuro zone kam a gebe yan na du gorgol jaji binne nanaga takuma joguntro tampile do fo debe ona fourné selinge ka problème bane kebe go ya kaminga tere selinge na baka khatibe o tanji tan tankarge yakare o tangar tanu me yakare o tagara selinge bore kaminga tere laboratoire to ma go fman o yimando selingalen sigindi wor forest ndeberi conservation le anki hakale ngoy député sidne sokona awton hakatsu problème kebe go ya fumban laboratoire nya mankantno yalla khagaro demana kengar yo assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est un plaisir d'être là, Monsieur le Président du Conseil régional. Ça fait plaisir de venir vous entendre. Le décor est planté, on a entendu le diagnostic. Maintenant, il faut... Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire de plus que les autres? Quel chemin il faut prendre pour que ce projet-là soit viable? Que ce projet-là voit le jour? Et moi, la question que je peux vous poser, maintenant, quand on a un projet pour la Mauritanie, on dit toujours c'est un manifeste, sans manifestation. C'est un manifeste, sans manifestation. Qu'est-ce qui vous dit que ce projet-là, ça va marcher? Parce que vous avez fait le diagnostic. Là, vous donnez la parole à la diaspora. Vous attendez les recommandations, tout ça. Mais vous connaissez déjà la colonne vertébrale du projet. Qu'est-ce qui vous dit que ce projet-là va marcher? Est-ce que c'est l'engagement du président du conseil régional? Parce que c'est la première fois que je vois un président du conseil régional qui fait le déplacement de la Mauritanie à ici. Ou c'est le projet qui est solide? Merci. Ouais. Monsieur le président du conseil régional, député, organisateur. Yo, au cours de l'ingénieur trinde be trinde comme fora sinu ko baro. Bon, jian kabare to on yana problème ouais. Mais j'ai sorti. Bon, je sors le village de Bois, je m'appelle Ali. Na ko sori ngamba. Bon, jian kabare ke kunga,
Bon, forage, on a les 20 forages. Il y a un seul forage, 2005, Association de solidarité espagnole, Barcelone, ils nous financé. Donc, on a financé 120 000 euros. On a fait le jardin de Bari. Jardin, au continent, si nous avons marché, à Gilles Jim Konto. Bon, Jike Konto, pour forage tan de Bari. Bon, on a développé plus le forage. Aujourd'hui, on a 20 forages dans notre village. On n'a pas trouvé le lot. Donc, je voulais demander au conseil régional. Moi, maman, que j'étais petit, je vois le forage à Guinimara. Il y a des marigots qui est là-bas, c'était rempli toute l'année. Cette lot-là, ça part où maintenant? À cause de cette lot-là, on ne voit plus, il n'y a plus le lot. À cause de ça. Mais le forage qui était là-bas, les marigots là, c'est rempli toutes les années. Bon, c'était l'arbre. Il était non quoi. Comme il était un mara. Bon, il était un jigel lagar. Wati il était un mara. Bon, garva ke, ken girma ko subak. Est-ce qu'il y a un programme de garva ke kaou barasi le no malantel mo ke. E ko fumgelete mo. Barasi de fumgelete. Bon, barasi de fumgelete ke girma ka barasi ni. Parce que agalo girma ka ke jing ka barasi wa jo on problème kit. Ka ko debe 20 forage ngusi mo wa danki mo ta ko ko ka sakay. Donc on forage ku javana on jinkitimin. Donc magana jiki aga argen mo be keta on mo no khatirni kenya na to bara so ko mo girma donc o kuma ko ni solution de. Salam alaikum wa rahmatullah. Je vous remercie les organisateurs, Monsieur Bouba, la présence de notre conseil régional, notre président, Papa Issa. Je m'appelle Amara Kamara, de commune de Tachot, région de Selibab. J'avais une association de 952 personnes, association contrôlée, une association de développement de l'élevage de région Guidimara en particulier. Cette association, on avait créé en 2017. On a fait tout, aucun village par village au Guidimara, qui est par chef de village. On envoyait courrier chef de village par chef de village. Toutes les maires de Guidimara, mairie par mairie, j'ai envoyé tout des courriers à tout le monde. Mars 2020, je convoque une grande réunion entre Mali et Mauritanie. Ça se fait au village de Badjam. On s'est mis d'accord à certains points. Mais au niveau de l'État de Mauritanie, j'arrive pas à avancer. Au niveau des vaccins, au niveau de mettre une politique en place contre de faire un abattement, préciser les erreurs d'abattement. Il y en a qui fait 20 heures, il tue une bœuf, ça te volé. Il y en a qui, n'importe quelle heure, on avait demandé, village par village, chef de village par chef de village, nous donner 4 ou 5 personnes de feu, aucune bœuf, bétail qui peut tuer sans prendre le numéro, sans prendre le personnel qui l'a amené. On n'arrive pas à avancer dans ce sujet. Le maire par maire, j'ai demandé toutes les maires de nous mettre en place, même nous-mêmes qui vont payer dans notre poche, de chaque village, de prendre 3 à 4 personnes, de nous organiser ce système. On n'arrive pas à avancer. J'ai demandé tout le gouvernement, Hassim Mohamed Val, c'est une président de l'association de Célibabi, pour voir même les vaccins. Je prie en outre-mer à Bakel. Pour faire un tour, on va faire les vaccins. Comme il y a beaucoup de monde, on a beaucoup de choses à dire. On va la former. Donc le dolo, c'est primordial ça déjà. Comme on n'arrive pas à trouver de dolo pour nous-mêmes, pour bétail, ça va être en deuxième ligne. C'est pour ça qu'on a mis ça en deuxième ligne. Le dolo, personnellement, je parle de moi-même. J'ai 200 et quelques bétails. Le jour d'aujourd'hui, c'est un petit pluie que je vais faire 4 ou 5 pluies. On va 4 heures de temps chaque matin, on va les faire vivre comme ça. Donc ça c'est un sujet mondial. Pour ça, même si on ne parle pas de ça, j'espère que ça c'est notre priorité. Donc vous m'excusez. C'est réuni aujourd'hui. Et
Monsieur le Président qui s'est déplacé du Guinée-Maka jusqu'à là, et Alain Valéry qui vient de nous donner vraiment une expérience que moi, en tant que 51 ans de lutte du développement, que certaines choses je ne connaissais pas. Et ça, je dis bravo. Mais j'ai pris le micro, j'ai pas de questions par rapport à tout ce qui était dit. C'est la forme, la façon d'organiser cette rencontre, Boba. Moi, quand j'ai quelque chose à mon cœur, je le dis directement. Moi, je pense que l'expérience qu'on a vécue aujourd'hui, cette salle devrait être pleine. Bon, peut-être vous allez me répondre soit disant que peut-être c'était une première, chaque chose a son temps. Mais je pense que la restitution que ce programme a été fait à Selibabi, on a des organisations ici. Il y a le réseau des associations mauritaniennes en France. Il y a l'union des associations de Guinée-Baka en France. Moi, je crois que tous ces réseaux devaient être associés aujourd'hui pour entendre ce que la région et ses partenaires ont fait. C'était mon souhait. Bon, peut-être vous l'avez vu autrement, mais je pense que pour aller en avant par rapport au développement, je crois qu'il ne faut pas que chacun reste à son coin. Ça, c'est un conseil que je vous donne en tant que doyen. Notre avenir, c'est vous, les jeunes. Vous voulez développer le Guinée-Maka, essayez de nous rassembler. N'oubliez jamais quelqu'un. N'oubliez jamais quelqu'un. Je crois que c'est bien, mais ça reste encore. Ça reste encore parce que tout ce qui a été fait aujourd'hui au niveau du terrain, partagé aujourd'hui avec le nombre de personnes qui est là aujourd'hui, j'ai beaucoup regretté. Donc, c'est dans ce sens que j'ai fait appel à la prochaine fois, si vraiment on arrive à faire ce genre de travaux, qu'on puisse se contacter par rapport à ces événements importants. Vraiment, l'initiative est très bonne. Bon, c'est la première fois qu'on le fait, mais je crois qu'il faut continuer à penser dans ces lignes. Merci. Les acteurs sont là pour apporter le minimum qu'ils ont pour développer le Guinée-Maka. Donc, c'est bien d'associer tout le monde. Il y a plein d'ONG qui travaillent sur la région du Guinée-Maka. Et ce serait bien la prochaine fois de les associer. Parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont été produites par rapport à l'eau, par rapport à la santé, par rapport aux infrastructures et tout ça pour le Guinée-Maka. Donc, ce serait intéressant aussi d'aller voir tout ce capital qui a été développé et produit par ces ONG. Parce que, par exemple, je parle du jardin que je connais très bien. On a beaucoup de publications sur le Guinée-Maka sur une 50aine d'années. Il y a plein de monographies qui peuvent servir, par exemple, aux maires pour leur plan de développement local. Et ça rentre, tout ça rentre dans le développement de la région. Donc, comme le président est là, donc je voulais appuyer un peu ce que disait Doulou. Donc, par rapport à la démarche pour les problématiques de l'eau au Guinée-Maka, je pense que c'est la meilleure formule, en tout cas à mon sens. Parce que partir des populations locales et voir les problèmes au niveau local, prendre des initiatives au niveau local, écouter tout le monde et remonter ça au niveau national, voilà la démarche qu'on devait adopter il y a des décennies. Le problème de la Mauritanie, c'est que les choses viennent d'en haut, on vient l'imposer. Tous les projets qui sont décidés au niveau de l'État, on vient voir les populations qui sont même pas au courant. Des fois, les maires sont même pas au courant qu'il y a tel ou tel projet dans leur localité. On voit des foreurs qui viennent, on voit des gens qui viennent s'installer. Et c'est autour de ça que le maire il se rend compte, à sa grande surprise, qu'il y a tel ou tel projet qui se développe dans la région ou dans une partie de sa commune.
Et donc, ce serait bien d'impliquer les acteurs locaux pour que les projets puissent prendre le jour. Et un projet qui doit réussir, c'est un projet que les populations portent. Un projet qui vient de là-haut, les populations ne sont pas au courant, ils ne sont pas porteurs du projet, ça ne peut pas marcher. Un village qui veut de l'eau, on veut les faire des forages, on veut faire des études de géophysique et tout ça pour voir la problématique de l'eau autour d'eux et essayer de les soulager par rapport au manque d'eau. S'ils ne sont pas associés, le projet ne marche pas. Ça, je vous parle en connaissance de cause parce que, comme je vous l'ai dit dans la première partie, j'ai sillonné la région pendant 10 ans. Et donc, j'ai assisté à beaucoup de réunions avec des comités de gestion de l'eau. Donc, tous les villages qui n'ont pas été associés, tous les forages qui ont été réalisés dans le cadre du projet japonais, dans le cadre du SILS, dans le cadre de l'ANEPA, l'Agence nationale d'eau potable et d'assainissement, ça n'a pas marché parce que les populations ne sont pas associées. On met un forage, il n'y a pas de gestionnaire, il n'y a personne qui s'en occupe, il est flambant neuf. Au bout de 3 mois, on nous dit que la boudriche, elle a lâché. Mais comment on fait? On n'a pas mis en place des mécanismes de maintien des ouvrages. Si tu mets des milliards sur un projet alors que derrière, il n'y a pas de structure ou il y a un mécanisme de maintenance qui marche, ces projets sont voués à l'échec. C'est ça le problème de nos pays. Voilà. Donc, concernant les addictions d'eau potable dans le Guinée-Maha, il y a eu plusieurs villages qui ont été équipés. Il y a Aré, il y a Wompu, il y a Selibabi, il y a Sagar, Bouli, je crois pas. Il y a Bouli ici. Donc, il y a plusieurs. Il y a Dafor, que je connais très bien aussi. Donc, on a mis en place des réseaux d'addiction d'eau potable. On a nommé des concessionnaires avec des systèmes de gestion, avec la mairie, les populations locales et tout ça, et ça marchait très bien. Le problème, c'est que dans la gestion de ces projets, il y a une partie des contractants, par exemple les bureaux techniques. Il y a le concessionnaire avec le comité villageois. Il y a un bureau technique qui s'occupe de la maintenance de tout ce qui est installation solaire en cas de panne de l'onduleur ou des panneaux solaires et tout ça. On a un bureau technique. À l'époque, c'était Bafadel, BTI, qui avait son siège à Nouakchott au 5e et qui intervenait souvent pour la maintenance des réseaux. Donc, il y avait des fonds qui sortaient de la vente de l'eau décidée par les villageois avec le comité de gestion. On a fixé les prix de l'eau. Il y avait des fonds ces fonds étaient répartis de la manière suivante, c'est-à-dire il y a une partie qui revenait au concessionnaire, il y a une partie qui revenait au ministère de l'hydraulique et il y a une partie qui était dans un compte d'épargne au niveau de la Poste. Ces fonds étaient gérés par le concessionnaire, le ministère de l'hydraulique et l'ANEPA. Mais le problème qui s'est posé, ces comptes, on a mis beaucoup de millions dans ces comptes. Le problème, la gestion de ces comptes, ça échappe au concessionnaire et au comité de gestion. C'est-à-dire, c'est le ministre en Nouakchott qui décide avec son directeur de débloquer les fonds pour aller gérer, pour aller régler la maintenance. Donc, il y a eu des problèmes de détournement. Mais comment veux-tu que les ouvrages vont se pérenniser? Après, nous, sur le terrain, si on avait des problèmes, par exemple, on a des panneaux qui ont été volés, on a l'onduleur qui marche plus, ou bien on a la pompe qui a lâché, qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à Bafadel. On appelle le bureau technique parce qu'on a un contrat d'entretien entre le concessionnaire et ce dernier bureau. Et quand on l'appelle, il dit non, mais moi, ça fait 9 mois, on m'a pas réglé mes mensualités. On appelle le ministre dit, il faut vous référer au directeur de l'ANEPA. Donc, vous voyez le système, comment il marche. Donc, il y a beaucoup d'intervenants. Donc, je pense que ça, c'est des expériences qu'on avait mis en place et qui ont échoué et qu'il faut repenser si jamais il y a des nouveaux projets, par exemple, qui se mettent en place au Guinée-Maha. Le système de gestion, par exemple, maintenant, on a la région et tout ça. Tout ça doit être centralisé au niveau de la région et que la gestion de ces ouvrages doit revenir d'abord la priorité. Nos interlocuteurs, les futurs gestionnaires, je veux parler, doivent être directement liés à cette région et aux représentants de la région et que ce soit des choses qui sont
qui sont gérés localement. Donc, voilà ce que je voulais dire pour l'instant par rapport à tout ce qui a été dit. Et la gouvernance aussi, elle est importante. Le problème, c'est que nos localités, je fais pas de politique, hein. J'ai jamais fait de politique de ma vie. J'étais dans le domaine technique. Mais je vois que quand j'étais responsable de réseau d'adduction d'eau, des fois, on s'adressait à des maires, ils savent même pas pourquoi ils sont maires. Mais tu parles des problèmes de l'eau, il sait pas, il te dit, mais écoute-moi, la mairie, comment on fait même pour gérer la mairie, ils savent pas. Donc, il y a des problèmes des maires qui ont été élus et qui sont pas à la hauteur. Il faut dire les choses. Si tu prends quelqu'un qui connaît ni l'Est, l'Ouest, Nord et Sud, tu le mets direct, tu me diriges cette mairie, il connaît pas les problématiques de l'eau, il sait pas comment on doit chercher de l'argent pour équiper le dispensaire, il sait pas comment on fait venir un médecin, il sait pas comment collaborer avec les ressortissants de la mairie qui sont en France. Quand les maires ils viennent ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les foyers et ils disent je suis maire de tel, et chacun prend 20 euros, 30 euros, il lui donne, il fait une réunion, on l'invite à dîner et tout ça, il expose des projets, il met dans sa poche. C'est ça la réalité, il faut les dire. Pour sortir de ces problèmes-là, il faut régler tous ces détails. Voilà, donc on a des élus des fois qui sont complètement à côté de la plaque et qui savent pas gérer. Donc ça c'est un problème de gouvernance. Que maintenant on a un conseil général et Monsieur Koulibaly, moi je le connais pas personnellement, mais je connais ses compétences et tout ça pour l'avoir entendu sur plusieurs sujets. Donc je pense qu'on a beaucoup d'espoir avec le conseil régional pour essayer de faire beaucoup de choses au niveau du Guinée. Voilà, donc après les réseaux, il y a la SND qui est venue, qui a pris tous les réseaux, les concessionnaires et tout ça, on a tout mis, on a tout jeté à l'eau. Et voilà, c'est devenu une gestion de l'État, une société d'État qui est là, voilà. Donc avec toutes les défaillances, c'est pourquoi il y a un problème, des fois, un joint qui manque, qui prive un village de 3 semaines de l'eau. Alors que on est dans une région aride, où les gens, ils vont à 9, 10 kilomètres des fois à dos d'âne pour chercher de l'eau. Et ça, c'est un problème à cause d'un joint. Donc, il y a un problème de suivi, de gestion, voilà. Et tout ça, on doit revoir ça vraiment pour que ce projet-là qui me tient à cœur, et on s'est beaucoup donné pendant les années où on était là-bas à mettre en place beaucoup de choses et qui ont fructifié, qui ont donné, il y avait une maintenance qui était en place. On avait créé même un comité à Sidi-Berbi, dont moi j'étais le président, qui gérait tous les concessionnaires, le concessionnaire de Darfour, le concessionnaire de Gourey, le concessionnaire de Djagidi, le concessionnaire de Aré, de Ajar, de Darfour, etc. Tous ces concessionnaires, par exemple, on avait créé une association de concessionnaires et on avait décidé les fonds de l'eau qui nous étaient alloués, on avait pris une partie, on a acheté du matériel en auction et qu'on a stocké au niveau de Sidi-Berbi pour essayer de pallier à des problèmes de robinetterie, de tuyauterie. Et on avait fait même des sessions de formation et tout ça. Et tout ça, c'est dans le cadre pour pérenniser un peu voilà donc voilà en gros ce que je voulais dire. Et donc, je vous remercie de votre attention. Première chose, je voudrais clôturer sur ce sujet. On organise nous aussi relativement souvent des ateliers et tout ça. Donc j'en connais la complexité, la difficulté, surtout quand il s'agit de coordonner entre deux pays qui sont éloignés, tout ça. Moi, à la lumière de mon expérience, je ne peux que féliciter Bouba au résultat obtenu et féliciter Monsieur le député. Voilà, bon, il y a des manques, on fera mieux la prochaine fois. Ok, mais déjà ce qu'ont fait Bouba et Monsieur le député, vraiment, moi j'applaudis et je dis bravo. Première chose. Deuxième question. Monsieur, je sais plus qui, a posé la question en disant qu'est-ce qui va permettre ou qu'est-ce qui vous permet de dire que ce projet va réussir quand tant d'autres n'ont pas réussi? Alors il y a 4 éléments de réponse. Le premier élément de réponse, c'est de dire de reprendre ce qu'a dit monsieur, c'est-à-dire grosso modo, il y a des expériences qui ont été faites, et puis il y a eu des échecs, et puis il y a des réussites, et en fait on va s'appuyer
sur ces enseignements pour éviter de reproduire les échecs. Donc ça, c'est une première chose. Parmi lesquelles, par exemple, le fait que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a d'ores et déjà deux exemples de GIR qui ont été, deux initiatives de GIR qui ont été tentées. Et ces deux initiatives, l'une sur le Brakna, l'autre sur le Trarza, quelle est la première chose que j'ai faite? Je suis allé voir qui avait participé à ces initiatives sur le Brakna et le Trarza. En l'occurrence, il s'agit d'un certain Bakar Tess, qui est ingénieur au CNRE. Voilà. Et je lui ai demandé de me donner tous les enseignements. Pourquoi, à ton avis? Quels sont les échecs? Quelles sont les raisons? Qu'est-ce qui s'est passé et compagnie? Bon. Et donc, j'ai enregistré tout ça. D'accord? Donc, la deuxième, enfin, c'est un petit peu la même. La deuxième raison pour laquelle, alors je suis pas Madame Soleil, hein, donc je peux pas vous garantir à mettre la tête sur le billot en vous disant ça va réussir. Mais si vous voulez, la deuxième raison, c'est la motivation des acteurs. D'abord, votre présence en atteste, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que je vois la motivation et la manière dont le président se démène depuis qu'on travaille ensemble, parce que si vous voulez, les résultats qu'on a acquis, c'est parce que j'ai pu m'appuyer sur le président à chaque fois, sur le député Sorona également d'ailleurs, où on a dit, ben voilà, pour avancer, on a besoin de rencontrer le ministre. Boum, 3 jours après, on rencontrait le ministre. On a besoin de récupérer, de mettre un atelier avec tout le monde. Et on a organisé l'atelier. Voilà. Donc la deuxième raison, c'est non seulement la motivation du président et des gens qui l'entourent, mais c'est aussi la motivation des gens. C'est-à-dire, quand on a présenté l'opération, quand on a présenté la philosophie, la stratégie qu'on voulait développer, les gens ont adhéré tout de suite. Alors, c'est un peu iconoclaste, ça va un petit peu dans tous les sens, hein, comme ça s'est passé aujourd'hui, mais qu'importe, c'est pas ça qui est grave. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la motivation des gens et leur volonté de continuer à poursuivre les choses, leur tolérance, parce qu'on va on va faire des erreurs, on va se bourrer. Enfin, c'est clair. Hein, je veux dire, une fois encore, on n'est pas Dieu tout-puissant, donc on fait des erreurs et tout ça. Mais voilà, ça c'est vraiment la dernière chose. Et le dernier élément qui me laisse entendre qu'on a des chances de réussir, je préférerais qu'on le dise comme ça, c'est le fait qu'on a rencontré le ministre à plusieurs reprises avec le président Sorona et que il nous a expliqué sa motivation à lui aussi. Et c'était pas seulement des 20 mots, puisqu'on sait, pour en avoir discuté après avec l'AFD, hein, vous savez tous ce que c'est que l'AFD, l'Agence française de développement. Bon, on sait que suite à ces rencontres, le ministre a demandé à l'AFD de lui financer. Alors, de mon humble point de vue, c'est pas la bonne méthode, mais qu'importe, ça prouve que voilà, il a enregistré le truc et qu'il veut aller dans ce sens-là. D'accord? Et dernière chose aussi, c'est le CNRE, le Conseil national de la ressource en eau, qu'on a contacté, avec lequel on travaille sur des problématiques de télémétrie, je vais y revenir tout à l'heure, voilà, qui eux aussi sont motivés et veulent continuer. Ils veulent déjà utiliser l'exemple, donc ça veut dire qu'ils considèrent un petit peu que c'est un demi-succès, de ce qu'on a fait avec Valérie et le président sur le Guidimaka, et ils veulent déjà le réutiliser pour le dupliquer sur le Tagant et l'Adrar. Vous voyez? Donc, une fois encore, je ne suis pas devin, je ne peux pas garantir qu'on va réussir, mais il me semble qu'on a beaucoup d'ingrédients qui devraient nous permettre d'aller dans le bon sens. Et puis, on va se tromper, et puis on va on va tirer des enseignements, et sur la base des enseignements, on recommencera, et puis on ira dans le meilleur sens. Enfin, voilà. Hein, donc, on peut pas garantir qu'on va gagner, mais voilà. Il semble qu'il y ait quand même pas mal d'atouts qui nous permettent d'espérer aller vers quelque chose de positif. Autre question. Ça, j'en ai parti. D'accord. Le CREG. Alors, le Conseil régional de l'eau du Guidimaka. Grosso modo, d'abord, c'est pas nous qui décidons, c'est le président. Le président et ses conseillers. Donc, on a commencé à mettre en place une liste. Comme Bouba, on n'a pas forcément pensé à tout le monde. Voilà. Donc on a pensé. Je vais vous donner un exemple. Initialement, moi, je n'avais pas pensé à l'UNICEF, et c'est le président qui me l'a rappelé. Et donc, on a invité le gars de l'UNICEF qui vienne et qui lui aussi s'est dit, non seulement il s'est dit volontaire pour participer, mais il m'a introduit auprès du nouveau responsable WASH qui s'appelle Pierre à Nouakchott, et qui lui aussi a dit qu'il voulait absolument suivre ce qu'on faisait et qu'il appuierait si on développait les choses et tout ça. Bon voilà, donc oui, bien entendu, il faut que des associations
dont vous parlez, monsieur, intègre éventuellement, mais une fois encore, ce n'est pas moi qui décide, c'est le président. D'accord? En revanche, ce qu'il faut, c'est que les gens qui ont véritablement un rôle d'influence, qui peuvent nous aider en matière de plaidoyer, en matière de récupération de données, en matière, voilà, il faut que ces gens-là soient dedans. D'accord? Et puis, il faut que, une fois encore, qu'est-ce qui est important? On travaille sur le secteur de l'eau au profit des usagers. Donc, il faut que les représentants des usagers soient là. Donc, par contre, là, c'est pour ça on s'est un peu frité avec le président. Moi, j'en voulais pas trop de monde. Moi, j'estime qu'au bout d'au-dessus de 10 personnes, on n'arrive plus à travailler. Bon, le président voulait un peu plus, donc on a trouvé un moyen terme. Mais voilà, hein, donc essayer d'être assez en nombre suffisant pour que tout le monde soit représenté, et pas trop pour pouvoir travailler efficacement. Voilà, mais donc ça répond directement à la question. Oui, il est prévu, hein, je crois, président, hein, qu'il est prévu qu'il y ait un représentant de la diaspora qui fasse partie du comité de... Hein, tout à fait. Voilà. Alors, participer au CREG, qui a la responsabilité du secteur de l'eau? Qui a la responsabilité du secteur de l'eau? Bah, le ministère. Voilà, c'est le ministère. Lequel ministère a différents départements, direction de l'hydrologie et les barrages, direction de l'assainissement, je les connais pas tous, direction de l'hydrologie, et le CNRE. Et comme l'a répété Valérie, qui m'en a attribué la responsabilité, mais c'est elle hein, qui m'a poussé à dire, Alain, t'insistes là-dessus, toute la politique de GIR repose avant tout sur la connaissance de la ressource en eau, d'accord? Et l'entité, l'institution qui est en Mauritanie à charge de la connaissance et le suivi de la ressource en eau, c'est le CNRE, d'accord? Bon, alors, c'est pas simple, vous allez voir, enfin, si on en reparle, vous allez voir que voilà, ça exige des préalables pas faciles. Il y a des problématiques d'organisation, il y a des problématiques de personnel, il y a des problématiques de ressources financières. Voilà. Donc, ce que je vous dis, puisqu'on parle de connaissance de la ressource, donc je vous ai dit, j'ai ébauché le sujet tout à l'heure en vous disant que on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de projets qui, en définitive, n'atteindraient pas l'efficacité voulue par manque de connaissances, qui voire même de temps en temps arrivent à des résultats contre-productifs, hein, comme les palmeraies Tijikja dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ça fait un petit moment, ça fait 2 ans qu'on est arrivé à cette conclusion. Et donc on sait que dans un pays qui est aussi grand que la Mauritanie, 2 fois la France, il y a une seule solution pour connaître et suivre la ressource en eau, c'est la télémétrie. Alors pour ceux qui ne savent pas, si vous voulez, la télémétrie, c'est grosso modo, on a des sondes, d'accord, qui sont dans les forages et qui nous donnent l'évolution du niveau de la ressource et qui envoient l'information automatiquement 2 fois, 3 fois, 10 fois, 50 fois par jour. D'accord? Et puis on peut envoyer l'information concernant l'évolution de la ressource et puis aussi envoyer l'évolution de la pluviométrie. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous faites une comparaison, une intégration des 2 données, pluviométrie, variation de la hauteur de nappe, vous êtes capable de caractériser votre nappe et de dire, celle-là c'est une nappe fossile, y touchez plus. Celle-là, vous êtes à la limite de ce qu'il faut exploiter. Par contre, celle-là, c'est bon, vous pouvez y aller, vous pouvez multiplier par 2 l'exploitation, vous pouvez taper dedans. Vous voyez, bon voilà. Et c'est ça dont vous avez besoin en définitive. Pourquoi est-ce que la SNDE a vidé la nappe de Tijikja? Ben parce qu'elle n'avait pas la connaissance de la renouvelabilité de cette, d'accord? Donc on travaille là-dessus, mais là aussi on y va pas à pas. D'abord parce que c'est une technologie qui est relativement nouvelle en Mauritanie, que cette technologie, j'ai pas de doute, hein, il y a suffisamment d'ingénieurs en Mauritanie qui sont formés pour pouvoir s'approprier cette technologie, j'ai pas de doute. En revanche, là où j'ai des doutes, c'est les capacités d'organisation pour assurer toute la chaîne de compétences qu'il faut pour véritablement que cette technologie donne ses résultats. Voilà. Donc, on y va petit à petit, et l'un de vous, c'est vous, monsieur, qui avez posé la question, est-ce que à partir de votre expérience sur les autres régions, est-ce que le Guidimaka va en profiter? Ben, voilà une forme de réponse. C'est-à-dire que, de mon point de vue, la connaissance de vos ressources par le Guidimaka, sur le Guidimaka, doit passer par cette entité, cette banque de données, ces capacités de récupérer des données en matière de connaissance, de suivi et des évolutions de la ressource, surtout dans un contexte de changement climatique. Vous ne pouvez pas faire ça seul au niveau du Guidimaka. Donc, on a commencé les choses sur le Tagant. On est en train de travailler avec le CNRE pour que, à un moment donné, ça puisse s'étendre progressivement, dont sur le Guidimaka.
D'accord? Donc voilà une première forme de réponse à votre question, monsieur. Excusez-moi, mais je n'ai pas gardé en tête toutes les questions. Créer un organisme de contrôle des WAP et partenariats. Alors, oui, c'est justement la discussion qu'on avait avec le président. Créer un organisme de contrôle. Je dirais les choses autrement. Peut-être que justement, il pourrait revenir à ce fameux comité de développer en son sein des compétences qui permettraient d'intervenir, hein, d'exécuter le contrôle, en fait, de représenter les institutions régionales dans ce qui devrait être les réunions de chantier, de façon à s'assurer que, on va parler crûment, hein, que l'intérêt de la région, l'intérêt des ressortissants du Guaimara soit préservé dans les décisions qui sont prises. Donc oui, ça peut se faire. Reste à savoir maintenant, c'est toujours la difficulté, hein, de s'adapter aux contraintes institutionnelles locales, hein, c'est-à-dire respecter les règles, respecter les lois, qui a le droit d'intervenir, comment, pourquoi, et puis s'il y a besoin de tordre les règles de temps en temps, faire le plaidoyer pour remonter au niveau du gouvernement, du ministre de l'Intérieur, je ne sais pas qui, pour dire voilà comment est-ce qu'on peut faire pour atteindre ce résultat, parce que il nous semble que c'est-à-dire la participation et un contrôle technique de la part des autorités locales nous semble quelque chose d'indispensable, puisqu'in fine, si demain il y a un problème, c'est nous, élus locaux, qui en prenons plein la tête. Donc bon, voilà. Donc ça se réfléchit, mais c'est effectivement l'un des objectifs qu'on voudrait, auquel on voudrait répondre. A-t-on l'ouvrage, a-t-on la garantie, attend-on la diaspora? Et apport au MBS. Attendez, enrichir oui, attends. Qu'attendons de la diaspora et le rôle de l'OMVS. Et le rôle de l'OMVS. Qu'attendons de la diaspora. Voilà. Mais avant, il y avait monsieur avait une autre question. Oui. Les ouvrages qui disparaissent. Ça, vous avez déjà répondu. Oui, je crois. Valérie, tu veux peut-être répondre sur la coopération décentralisée? Non, mais tu as raison. Non, tu t'imposes pas, tu me soulages. Financer des projets à l'étranger, et particulièrement comment les choses se passent sur les projets d'assainissement. Quand on est sur des projets de taille moyenne, de taille modeste, c'est-à-dire des choses qui n'arrivent pas au financement de l'AFD, l'Agence française de développement, qui en gros déclenche des financements quand on est sur des projets qui coûtent quand même très 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 cher. En France, il y a les agences de l'eau, il y en a 6. Qui permettent effectivement de dégager des subventions pour aider des projets d'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène dans des pays comme la Mauritanie. Alors comment ça fonctionne? En fait, l'idée du système, c'est d'encourager les collectivités territoriales de nos bassins à monter des partenariats, hein, c'est ce que disait Alain tout à l'heure, à aller trouver des partenaires dans des collectivités territoriales du pays dans lequel elles veulent organiser un projet de solidarité. L'idée, c'est vraiment que 2 collectivités travaillent ensemble, une nord, une sud, sur un projet commun, mobilise des élus des 2 côtés, mobilise des techniciens des 2 côtés, parce que les échanges entre techniciens, c'est très très important, hein, se parlent sur ce projet-là, et organise donc des projets d'accès à l'eau et à l'assainissement. Et dans ce cadre-là, les agences de l'eau peuvent venir apporter des cofinancements, que le projet soit porté par la collectivité territoriale française, ou que le projet soit porté par une association française, mais qui aurait associé au projet, notamment pour une petite part financière aussi, techniquement et financièrement, une collectivité de son bassin. Donc en fait, on intervient sur 2 types de projets. Des projets qui nous sont proposés par des collectivités, qui sont en coopération décentralisée avec une collectivité et qui viennent nous dire, voilà, on a identifié les besoins, on va s'y prendre comme ça. Moi, j'envoie une délégation de techniciens ou je reçois une délégation de techniciens. Entre élus, on s'est parlé, on a élaboré le projet. Quand elles ne sont pas équipées, les collectivités françaises, en termes de compétences, elles font très souvent appel à une ONG, à une association, hein, comme le GRDR, hein, par exemple, hein, qui vient du coup faire la maîtrise d'œuvre du projet.
depuis la France ou avec une équipe sur place, enfin ça s'organise différemment. Donc ça, c'est un premier cas. Et deuxième cas, c'est une association française qui monte le projet et qui vient s'appuyer sur une collectivité territoriale et une agence de l'eau pour boucler le financement et pour aussi organiser techniquement l'échange et la réalisation du projet. Donc ça, c'est des choses qu'on finance. Toutes les agences de l'eau, hein, les 6 agences de l'eau financent ce type de choses. Alors évidemment, on a des critères hein, assez exigeants sur la réalisation du projet et notamment sur la pérennité du projet. C'est vraiment un point sur lequel on est assez exigeant sur effectivement comment on s'assure qu'il y a dans le temps une organisation qui permet la maintenance de l'équipement, qui permet d'avoir une personne formée, qui permet éventuellement de récupérer quelques revenus sur la vente de l'eau pour pouvoir effectivement avoir une caisse qui puisse remédier aux joints, enfin voilà, à toutes les petites opérations qui sont nécessaires. Comment aussi on s'assure que la population locale a bien été associée en amont à la définition du besoin. Ça, c'est hyper important aussi. Comment on est sûr que le projet qui nous est proposé, il a été vu, choisi et validé par les bénéficiaires finaux. C'est pas quelque chose qu'on vient plaquer sur voilà, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, sans qu'on ait concerté les élus et les populations. Voilà, donc on a pas mal de critères qu'il faut remplir. Les agences de l'eau ne peuvent pas financer des associations étrangères, donc il faut que l'association soit française. Mais voilà, vous avez des interlocuteurs dans les 6 agences de l'eau qui peuvent effectivement vous aider à monter des projets avec des. Alors, il faut toujours qu'il y ait une collectivité. Voilà, soit la collectivité qui fait le projet et elle travaille avec vous, soit elle vient vous aider financièrement à le monter. Donc, c'est la difficulté. La coopération décentralisée, c'est toutes les collectivités n'en font pas. C'est un choix politique qu'elles assument d'effectivement travailler dans la durée avec des collectivités étrangères sur ce type de projet. Voilà, donc il y a effectivement à trouver ce partenaire qui peut sur la durée s'engager pour ce type de projet. Et pour faire le lien avec ce dont on est en train de parler aujourd'hui, c'est-à-dire l'agir et la gouvernance, c'est hyper important pour nous aussi de savoir comment ça s'inscrit, ce projet-là, dans ce qui se passe sur le territoire au même moment. C'est-à-dire être sûr qu'on n'ait pas 3 projets qui marchent à 100 mètres de distance et qu'on se retrouve avec 2 équipes qui viennent faire des forages à 50 mètres d'écart alors que personne ne sait parler. Donc ça, c'est hyper important aussi. Donc c'est pour ça que les antennes locales des ONG et vos contacts, les contacts de la diaspora sur place sont hyper importants pour qu'on ait un peu ce panorama global de qu'est-ce qui se passe sur la commune. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui travaille? Est-ce que c'est pas avec ce quelqu'un-là qu'on peut essayer de monter quelque chose? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des essais qui ont déjà été faits et on sait que ça marche pas? Bon, voilà, il y a pas mal d'informations dont on a besoin, mais voilà, là, effectivement, pour Paris, votre agence référente, c'est l'agence de l'eau Seine-Normandie. Ils sont à Courbevoie, il y a un service international, donc il ne faut pas hésiter à les contacter. Et elles vous accompagneront, elles vous guideront, elles vous donneront des contacts sur la manière de monter les projets.